Bonsoir. Un fauteuil pour plus de 80 prétendants. La convocation du corps électoral au Cameroun a provoqué un déferlement de dossiers de candidature à la magistrature suprême. Les services d'Elections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation de cette élection, ont rapidement été submergés par les 80 dossiers de candidature reçus. Et avouons-le, parmi les 8 dizaines de dossiers de candidature reçus par les services d'Elections Cameroun, certains dossiers de candidature étaient quand même assez loufoques, suscitant et provoquant au sein de l'opinion publique un mélange de réactions et d'émotions qui pousse à questionner la pertinence même du jeu et du processus électoral qui conduisent à désigner au Cameroun le chef de l'État. Alors, fidèles à nos habitudes, ce soir, nous nous interrogeons encore présidentielle 2025, 81 prétendants pour un seul fauteuil. Comment comprendre? C'est la question menue de cette édition. Merci pour la confiance renouvelée. Zoom sur le 237, c'est votre rendez-vous quotidien de lundi à vendredi entre 20h45 et 22h30. Heure d'Afrique centrale, c'est un foisonnement de regards lucides sur le Cameroun, un concentré d'analyses pertinentes et sans concession, mais aussi un think tank, une sorte d'université du soir qui, justement, se positionne aussi pour ceux des dirigeants qui le veulent comme justement des outils d'aide à la décision. Nous sommes ce soir réunis avec notre collège d'invités pour réfléchir, pour cogiter, pour se projeter sur le Cameroun afin d'apporter des lumières. Là où il existe des zones d'ombre dans la compréhension des millions de téléspectateurs que vous êtes et qui justifient notre vocation et notre mission tous les jours. Je vais donc commencer par faire mes civilités à ces invités en commençant par celui qui est le plus géographiquement éloigné de nous. Henri Atangana est analyste politique et géopolitique. Il est consultant permanent de cette émission. Il intervient depuis Bruxelles en Belgique. Bonsoir Henri Atangana, bienvenue. Bonsoir, ma caméra est un peu floue, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à la régler, mais j'espère que ça va s'arranger au cours de l'émission. Bonsoir, merci de m'avoir invité, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à ceux qui nous suivent. Comme je disais d'antan, ma caméra est un peu floue, je ne sais pas pourquoi j'ai un retour flou, j'espère que ça va s'arranger dans les minutes qui suivent. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. Je dis bonsoir à tous les copanélistes, à toutes les personnes qui vont partager le plateau avec moi. Encore une fois, merci de m'avoir invité sur Forum Média Africain. Merci beaucoup à vous pour votre éternelle disponibilité. L'autre panéliste, c'est un homme que j'ai personnellement le plaisir de retrouver ce soir après plusieurs années. Notre dernière rencontre date effectivement, je crois quasiment d'une décennie. Pierre-Paul Moubitan Yandaga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir dans ce studio. J'en profite pour dire bien des choses à tous ceux qui ne m'ont pas vu comme vous depuis un certain temps. Je suis là, un bon agriculteur, paysan, ne sort que quand c'est utile. Vous avez milité longtemps, quelques années en tout cas pour l'UNDP avant de créer... Le RDPC d'abord. Le RDPC d'abord. Ensuite, vous êtes passé à l'UNDP. Aujourd'hui, vous êtes le promoteur d'une nouvelle formation politique qui est toute jeune, elle a 2 ans d'existence. Pourquoi êtes-vous parti de l'UNDP? Bon, j'aurais bien voulu que vous me demandiez pourquoi je suis parti du RDPC avant d'arriver à l'UNDP. C'est peut-être aussi l'occasion. Très bien. Alors, je pars du RDPC tout simplement parce que j'ai constaté après certains événements qui se sont déroulés que le président national du RDPC ne contrôlait plus le parti. Et je ne pouvais plus y rester parce que lorsque je m'engage dans ce parti, à l'époque, c'était sur le plan idéologique. Rigueur, moralisation. De par ma vocation de guide spirituel, j'avais été touché par ces 2 piliers qui sont essentiels pour qu'un peuple puisse se développer. Et c'est pour cela que j'y avais adhéré. Et donc, je peux dire que j'étais en train de suivre un homme.
parce qu'il avait manifesté une vision qui était d'ailleurs matérialisée à un moment donné pour le libéralisme communautaire. Donc j'y vais, et à un moment donné, après quelques temps, d'ailleurs il faut noter en passant qu'avant d'entrer dans le RDPC, j'étais secrétaire national de la jeunesse du président Biya. Absolument. Alors, donc, j'y suis allé d'abord pour ces idées. Avant même de devenir militant du RDPC, j'étais déjà secrétaire national de la jeunesse présidentielle. Je vais adhérer dans le RDPC après. Alors, ensuite, donc, je vais démissionner parce qu'à un moment donné, comme je le disais, je constate que le président n'avait plus le contrôle de ce parti, qui avait plutôt davantage de vautours, qui travaillaient jours et nuits pour que plus rien de sérieux ne se passe. Pour que plus rien de sérieux ne se passe. Et du coup, je me suis senti, comme on dit, un peu mal à l'aise, surtout que, comme je n'avais pas ma langue dans la poche, évidemment, ces vautours en ont profité pour m'exclure pour 18 mois. La discipline du parti. Très bien. J'espère que c'est la discipline du parti. Alors, après l'exclusion de 18 mois, j'ai estimé qu'il était l'heure pour moi, au regard de ce que j'ai d'abord dit au départ. J'ai eu donc la confirmation qu'effectivement, le président n'a plus le contrôle du parti, et j'ai démissionné. Maintenant, après, comme disait un ancien ministre, comme un bon joueur ne manque pas d'équipe, le ministre Bello m'a tendu la main et m'a dit, ben, écoutez, venez donc, on continue à travailler ensemble pour soutenir les idéaux du président. Et ben, j'y suis allé, et puis je suis entré au comité central de l'UNDP, et puis on a travaillé ensemble pendant 7 ans. Et puis là aussi, vous claquez la porte? Ah ben bien sûr, puisque, vous savez, je suis personnellement contre l'inertie. Je suis contre l'inertie, surtout lorsqu'elle vient, par exemple, de ceux qui ont intérêt à ce que le mouvement soit dynamique. Dès qu'il y a déjà inertie, je ne trouve plus ma place dedans. Vous connaissez, les agriculteurs ont ceci de particulier, qui sont très vifs, ils sont en permanence en train d'observer la nature et tout ça là. Et assez pragmatique. Et très pragmatique. Et donc du coup, dès que je ne vois plus des raisons, je voyais plus pourquoi est-ce que je devais être là, même comme j'ai passé des moments très très intéressants avec un grand homme politique qu'on appelle Bello Boba Maïgari. C'est un monsieur de la politique. J'ai appris à ses côtés et je sais aujourd'hui pouvoir dans l'avenir capitaliser dans la nouvelle formation politique que je conduis désormais. L'Union de réveil de l'Afrique. L'Union pour le réveil de l'Afrique. L'Union pour le réveil de l'Afrique. De l'Afrique. Voilà, on en parlera forcément de long en large à d'autres occasions, autant qu'il nous plaira peut-être de revenir sur Save Africa, ce gigantesque projet que vous conduisez, que vous matérialisez depuis des années. À côté de vous, il y a Clément Djou, qui est militant du mouvement pour la nouvelle, pour le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Le Manidem, c'est un parti qui a le vent en poupe récemment. J'ai envie de vous demander à quelle tendance appartenez-vous? Bonsoir et bonsoir à mes co-discutants et merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de tendance au Manidem. Je pense que on ne le dira jamais assez. Il y a quelqu'un qui s'est dit Mbombok. Je pense que dans la culture bassa, quand on est un Mbombok, il y a des choses qu'on ne pose pas comme acte. Qui a été exclu du Manidem par un congrès organisé en 2018, acté par le MINAT, et depuis 2018, il n'est plus militant du Manidem. D'accord. Alors qu'il n'y a pas de tendance au Manidem. J'ai envie de croire que c'est aussi que le militant de l'UPC me donnera la même raison que vous. Théophile Mbong, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant de l'Union des populations du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici. Un plaisir d'ailleurs renouvelé parce que c'est pas la première fois. Et j'espère tout simplement que je serai à la hauteur des attentes de vos très nombreux téléspectateurs. Qui est le leader de l'UPC et qui est le candidat à la candidature pour l'Union des populations du Cameroun? Madame Abiba Issa
Mbedi est le leader de l'UPC. L'UPC a donné mandat à Abdourahmane Baba qui va porter l'offre de ce parti et qui lui-même sera porté par ce parti. Porté par ce parti autant qu'il va porter l'offre de ce parti. Gabriel Ngomsi, lui, est du Social Democratic Front, du chairman Joshua aussi. Bonsoir et bienvenue chez nous, chez vous aussi. Bonsoir Bagar, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux milliers de téléspectateurs de Zoom 237. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir pour ma première fois dans votre plateau. On espère que cette première fois ne sera pas la dernière. Nous parlons donc ce soir de cette floritude de candidatures, ou alors de candidats à la candidature pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. 81 dossiers de candidature, 82, puisque finalement en cours il y a eu un désistement, ont été reçus par les services d'Elections Cameroun. Et pour le professeur Ondoa Biwole, qui est expert en management des affaires public, en management et en gouvernance publique, ça fait trop, ça fait désordre. Je vous propose d'écouter le professeur Viviane Ondoa Biwole et on revient juste derrière. Et moi, je pense que lorsqu'on observe effectivement l'actualité, on a de bonnes raisons d'être inquiet. On a de bonnes raisons d'avoir peur. Comment pouvez-vous imaginer qu'on ait 81 manifestations de candidature au poste de président de la République? Comment c'est possible? Comment c'est envisageable? Mais en fait, c'est révélateur de graves dysfonctionnements du point de vue de la gouvernance. Parce que comment pouvez-vous imaginer que l'une des conditions pour être candidat, c'est d'avoir au moins 35 ans? Et puis vous avez quand même un individu qui se lève, qui a 31 ans, qui va déposer sa candidature. Et puis, plus est, la candidature est reçue. Comment? La norme ne dit plus rien à personne. Seulement la norme, la conformité. Et ça, je le décris depuis toujours. Les mandats sont violés, on a 40 ans au poste, 43 ans, 25 ans, et tout ça ne dit rien à personne, ça ne fait peur à personne. Et dans tous les cas, ça se répercute dans tous les secteurs. Ce n'est pas simplement un secteur isolé. Voilà un cas triste. Comment pouvez-vous imaginer que vous ayez des partis politiques et 2 candidats, 3 candidats, à date, qu'on ait même à tergiverser ou à se poser la question de savoir, un parti a dit qui est son président ou qui sont les instances qui sont les membres qui sont au niveau du management de ce parti. Comment peut-on imaginer que même les diligences juridiques ne puissent pas nous permettre d'éviter ce type de désordre? Comment pouvons-nous imaginer que même si vous avez une candidature indépendante, qu'on ne puisse pas s'assurer que vous avez les 300 signatures avant même de prendre? Il y a des conditions qui ne sont pas à la limite négociables. On appelle ça du non négociable. Donc, nous avons une norme qui n'est pas respectée par l'individu, donc violation individuelle. Ensuite, au plan institutionnel, on nous dit quand même que les dossiers ont été reçus. Violation institutionnelle. Même s'il faut engager le contentieux, c'est quand même pas sur des conditions non négociables. C'est comme être camerounais. On dit, vous devez être camerounais pour être candidat. Et puis on essaie encore d'hésiter. Non, vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas candidat. Et le dossier n'est même pas reçu. Ça fait partie des conditions non négociables. C'est simplement la preuve qu'en fait on a de réels problèmes de gouvernance. Et vraiment j'ai très peur. J'ai très peur pour ce pays. J'ai très peur pour l'avenir. J'ai très peur parce qu'au fond, on peut en rire, on peut prendre ça à la légère, mais c'est un indicateur grave. C'est un indicateur grave de ce que la norme n'est pas respectée au plan individuel, elle n'est pas respectée au plan institutionnel, et même la société devrait empêcher que ça arrive. Que ce soit même inimaginable. Mais si les gens ont même la possibilité de penser que c'est possible, excusez-moi la tautologie, ça veut donc dire que
Nous sommes dans une société qui a des problèmes. Une société qui a des problèmes, normes et conformités comme étant des conditions non négociables. Théophile Mbong, je vous passe la parole pour réagir aux propos du professeur Viviane Ondoa-Biolé, qui, je le rappelle, est ancien directeur général de l'École supérieure de management public du Cameroun. Elle a démissionné de son poste à l'époque justement pour être en conformité avec la loi parce qu'elle avait estimé que le temps auquel qu'elle devait passer au poste, selon la loi justement, était dépassé, était caduque et qu'elle ne pouvait pas rester à ces fonctions-là en violation de la loi. Est-ce que ça vous parle, le respect de la norme et de la conformité? Parler du respect de la norme et de la conformité, c'est reconnaître qu'il y a effectivement cette norme-là. Mais il y a longtemps que la norme a été écartée et que l'écart a été normalisé. Et donc tout ce qui nous arrive n'a rien d'étonnant. Et je suis tout simplement content qu'elle l'ait relevé une fois encore et je ne crois pas que ce soit la première fois qu'on le dise ici. Parole aux militants du SDF, est-ce que dans cet environnement-là, cet environnement-là ne participe pas-t-il pas à discréditer le processus électoral au Cameroun? Il faut le dire de manière claire, bien que nous soyons dans un espace de pluralisme politique, 81 candidatures, ça marque clairement une cacophonie politique savamment orchestrée par le pouvoir en place, dans le but tout simplement d'exercer une manœuvre bien connue, celle de diviser pour mieux régner. On est un peu gêné de voir autant de candidatures se prononcer. Ça montre la légèreté avec laquelle les gens prennent la fonction de président de la République du Cameroun. Une légèreté qui, nous, au SDF, nous interpelle à plusieurs degrés, parce que au SDF, nous avons œuvré pour un Cameroun nouveau. Et ce Cameroun nouveau-là, nous l'avons fait depuis 90. Nos pères fondateurs ont jeté les bases de ce Cameroun nouveau avec comme fondement le fédéralisme et les valeurs de la social-démocratie. Donc, lorsque nous voyons aujourd'hui à quel point il y a un relativisme aigu et moral qui se joue dans les déclarations de candidature, le SDF, nous restons tout simplement sereins et concentrés à la candidature de notre candidat, concentrés à l'offre politique que nous donnons aux Camerounais, parce que nous pensons clairement que c'est cette offre politique-là qui peut sauver le Cameroun. D'ailleurs, ce programme politique que nous avons au SDF s'intitule « Notre mission pour sauver le Cameroun ». Donc, dans nos commissions pour sauver le Cameroun, le SDF ne veut que parler programme politique. Le SDF ne s'intéresse qu'à parler programme politique. Le reste, c'est diversion et diversion des pouvoirs publics. La diversion des pouvoirs publics. Clément Jo, est-ce que vous êtes d'avis? Il y a justement alors que le Manidem avait sorti la carte que personne n'espérait avec cette candidature du professeur Maurice Kamto, il y a justement Mbombo Yebga qui arrive le dernier jour et qui dépose un dossier de candidature sous la bannière du Manidem quand même. Vous mettez ça aussi sous le compte des manœuvres du pouvoir en place? Vous savez, au Cameroun, on a désacralisé la fonction du président de la République. Et on y a utilisé beaucoup de cabinets noirs pour pouvoir assombrir la scène politique camerounaise. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte que dans un pays, quand la Cour suprême dit la loi, c'est des dogmes. Et que la Cour suprême a donné raison à un X et que le ministre de l'administration territoriale soit en train de tout faire pour imposer un Y. En ce moment donné, c'est une cacophonie qui ne dit pas son nom. Nous pouvons nous rendre compte. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont déposé leur candidature. Il y a beaucoup de plaisantins là-dedans. Il y a des gens que moi je connais que je ne suis même pas sûr qui peuvent avoir 1 million. Mais où ils ont pris 30 millions tout d'un coup. Et si vous regardez, ça a été accéléré à partir de l'après-midi
à partir de l'après-midi, du lundi, jusqu'au soir. Alors, ça veut dire que le système, là, ça va vraiment orchestrer parce que vous savez que le RDPC lui-même a 2 candidats et que la jurisprudence a fait à ce que le même RDPC avait rejeté les 2 dossiers de l'UPC dans l'Union Ekele. Alors, justement pour chercher à mettre en difficulté le Conseil constitutionnel, tout ce qui se passe là a été savamment orchestré par le régime en place. Beaucoup d'argent ont circulé, mais vraiment, nous constatons tout simplement que en 2004, la caution était de 1 500 000. En 2011, c'est monté à 5 millions parce qu'on estimait qu'on doit réduire la quantité de personnes qui pouvaient se présenter au poste de président de la République. Mais comment vous pouvez vous rendre compte en 2018, 30 millions, en 2025, 30 millions et on a cette explosion. On a 81 candidats. C'est pas possible alors que dans le plan juridique, en principe, il y a maximum 19 partis politiques qui ont des possibilités de pouvoir déposer leur candidature. C'est 19 ou 18? Bon, je crois que c'est 19. Bon, disons qu'il y a des partis politiques, au moins 18 ou 19, qui peuvent déposer leur candidature. En effet, qui remplit les conditions régies par la loi électorale. Alors, en dehors de quelqu'un qui pourra passer par d'autres canaux, c'est-à-dire que les 300 signatures, une candidature indépendante. Mais vous vous rendez donc compte que quand vous voyez qu'il y a un enfant, un jeune homme de 26 ans, un jeune homme de 31 ans, alors que la loi dit, pour être candidat à la candidature à la présidence de la République, il faut avoir 35 ans révolus. Vous ne comprenez pas que c'est de la plaisanterie. Vous pensez que, et dessus quoi, il y a parmi eux quelqu'un qui fait le droit. C'est de la plaisanterie. Nous comprenons comment fonctionne le système. Vous savez, le système RDPC aujourd'hui, c'est un peu comme la poudre rongée par les termites. C'est en train de se filtrer petit à petit. Et c'est justement pourquoi vous pouvez voir que les choses se passent de cette façon-là. Mais nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Nous savons qu'il va y avoir beaucoup de tamis, il va y avoir beaucoup de tri. Et que dans le cas de votre parti, vous serez forcément au contentieux préélectoral. Oui, mais ça ne nous dérange pas parce que nous sommes sereins. Vous savez, on ne peut pas, je ne le dirai jamais assez, le MINAT a acté, si vous allez sur le Facebook du MINAT, vous allez voir président du Manidem, Anissé Kane, vice-président Ndomo Fils Valentin et trésorier Titio. Et cette lettre-là, ce document avait été donné à l'époque à tous les gouverneurs des régions pour faire comprendre que le Mbombok ne fait plus partie du Manidem et il n'est plus militant du Manidem. Et je ne devais pas trahir une confidence. J'étais sur un plateau ce matin où on a essayé de l'appeler 150 fois. Il n'a jamais décroché le téléphone. C'est vrai que nous-mêmes, on a essayé à plusieurs reprises. Il n'a jamais décroché le téléphone pour parce qu'il connaît les positions. Après la mort du feu à Banda, en 2015, le parti, le CNC, a décidé, Comité national de coordination, a décidé d'investir Yebga comme président du Manidem. Nous sommes un parti révolutionnaire. Nous avons constaté au fil du temps qu'il n'en avait pas les capacités de pouvoir gérer le parti. Et nous l'avons débouté lors d'un congrès. Il a été battu au tribunal en référé. Nous ne pouvons pas comprendre que par extraordinaire que Mbombok sort de son goulag à Matom pour venir nous dire qu'il est candidat. Bon, nous comprenons, nous pouvons comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Vous allez voir que j'ai vu la même chose, je crois avoir vu la même chose au Parti Univers, la même chose à l'UPC. Vous comprenez? C'est vraiment un désordre absolu. Nous sommes en train de désacraliser la fonction présidentielle au point où je ne sais pas ce que nous montrons à l'international.
par rapport au poste de président de la République. Mais je peux comprendre, qu'en tout état de cause, nous sommes dans un pays où quelqu'un a été élu en 2018 et en principe, il a donné sa fonction à son secrétaire général. C'est-à-dire que vous avez un mandat que les Camerounais vous ont donné et vous le passez à votre secrétaire général. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre pourquoi le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a refusé carrément les hautes instructions. Nous pouvons comprendre pourquoi certains ministres de la République ont refusé d'assister aux réunions où lui est convoqué. Parce qu'en principe, vous n'êtes pas, si vous êtes SGPR, ça ne vous donne pas le droit de prendre des décisions. Même si le SGPR dont on parle bénéficie quand même d'une délégation de signature qui est tout à fait constitutionnelle. Ça, c'est pour être tout à fait exact sur cette affaire. Alors, M. Moubitan Yandaga, il y a, comme M. Djou le relevait, la question de l'image du Cameroun. Comment on regarde ça ailleurs? Il y a que, en relevant le cautionnement sur le plan financier, on avait espéré justement décourager ces candidatures fantaisistes. Mais tenez-vous tranquille, alors qu'en 2018, on a eu 52 candidats à la candidature pour 22 candidats qui ont finalement été reçus. En 2025, nous sommes à 81 candidats à la candidature, avec en prime quand même un chèque sans provision. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez donc qu'on y fasse, puisque vous avez décidé au Cameroun en particulier et en Afrique en général de mimer l'Occident en adoptant votre fameux pluralisme politique basé sur la multitude des partis politiques. Et puis, vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a un parti politique légalisé de ne pouvoir pas prétendre, d'ailleurs même pourquoi il a légalisé un parti. Comment vous allez, sur quelle base vous allez dire lui, il ne peut pas, vous ne pouvez pas. Il n'y a que la loi qui peut dire lui, il ne peut pas. Et il me semble que c'est cette démarche qui est en train d'avoir lieu. N'en déplaise aux uns aux autres, vous verrez toute catégorie de personnes. Moi, je pense même que c'est très peu, 81, par rapport à plus de 400 partis politiques légalisés. Mais il y en a très peu, 80. Regardez le pourcentage. Non, non, non. Laissez les Camerounais. C'est aussi des exutoires qui permettent aussi de se défouler, de pouvoir aussi parfois rejeter toutes les contradictions intérieures qu'on ne peut pas gérer. Il faut bien qu'il y ait des circonstances qui vous permettent de pouvoir aussi vous affirmer. Imaginez-vous quelqu'un qui n'arrive même pas à pouvoir se nourrir et qui arrive à une situation telle qu'il ne lui reste qu'une seule chose, c'est d'aller faire légaliser un parti en espérant qu'avec ce papier, il peut avoir des accords quelque part pour pouvoir avoir de quoi vivre. Vous allez lui empêcher cela, pourquoi? Puisque vous avez choisi la démocratie à l'occidentale. L'Afrique n'a jamais fonctionné comme ça. Alors nous devons donc accepter les conséquences de nos choix. Tout à l'heure, le militant du SDF disait, en référence à leurs efforts qui ont été louables dans les années 90, parce qu'ils se sont battus pour qu'il y ait désormais, je ne sais pas si c'était, ils se battaient pour la démocratie ou pour le pluralisme politique, parce que faut bien qu'on se comprenne là-dedans. Alors, finalement, il y a de la démocratie, il y en avait en Libye, mais il n'y avait pas de multipartisme. Alors, donc c'est pour dire aux uns et aux autres qu'il y a tellement de confusion dans cette affaire que moi je ne vois pas pourquoi laisser les gens manifester leur intention d'être président et que les organes en charge
de discriminer puissent le faire. Il faut laisser les émotions. Non. Alors, ces organes vont dire, toi, tu ne peux pas. Et nous, qui sommes des citoyens, nous allons observer que les organes en charge de cette discrimination ont dit, celui-là, il ne peut pas. Souffrez que ce soit comme ça. Maintenant, je voudrais aussi faire une digression, peut-être pas une digression, une réaction par rapport à toutes ces guéguerres que nous voyons là et tout. Mais c'est à l'image du Cameroun. Mais, à l'intérieur des partis politiques, les bicéphalismes... Mais c'est même comme ça que le Cameroun fonctionne lui-même. Qu'est-ce qui est étonnant dedans? Vous-même, il ne faut pas se contredire. En même temps, vous dites, vous voyez comment... vous vous plaignez du fait qu'il y a quelqu'un qui gère par procuration aujourd'hui, hein, parce qu'il a eu des pouvoirs en tant que SGPR pour pouvoir machin et tout. Alors les gens disent non, il gère par procuration, mais c'est la loi qui lui donne la possibilité de le faire. Puisque vous avez élu un président, un chef d'État, et par le décret, et c'est prévu dans la réglementation au Cameroun, la Constitution notamment, qu'il peut déléguer des pouvoirs, et c'est ce qu'il a fait, un point, un trait. Ce n'est pas là le problème, ce n'est pas là où se trouve le problème. Le problème, il se trouve. Moi, j'ai l'impression que les partis politiques, les mouvements politiques mettent de l'emphase là où il ne fallait pas mettre de l'emphase. Là où il faut mettre de l'emphase, c'est de faire en sorte que le Camerounais qui a faim puisse manger. Et les partis politiques ne concentrent leurs efforts que sur le contrôle du pouvoir. Or, moi j'aurais aimé voir ces 400 présidents de partis politiques réussir déjà à être au moins des maires des communes dans chacun dans son coin, hein, dans sa localité. C'est cela qu'il faut encourager. Parce que tout le monde, malheureusement, ne peut pas être chef d'État, ne peut pas être président. Pourquoi malheureusement? Ça peut être heureusement aussi. Bon, ça peut être heureusement. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons choisi le pluralisme politique. Vous avez dit, nous avons choisi de mimer l'Occident. De mimer l'Occident, parce que ce n'est pas de notre culture, ça. Alors, pourquoi nous sommes surpris de voir que dans notre culture, nous, on ne connaît pas, on n'élit pas les chefs. Et en même temps, quand il faut gérer la nation camerounaise, vous dites désormais on va élire le chef. Il y a ces problèmes qu'il faut déjà régler. Sur le plan politique... C'est de l'ordre du civilisationnel ce que vous évoquez. Je vous dis, et c'est très important, c'est pour cela que comment vous allez donc donner, par exemple, quelqu'un qui n'a joué que son balafon, le balafon ou le tam-tam, de père en fils, de génération en génération, les enfants n'ont joué que le tam-tam et les balafons. Un jour, vous leur apportez brusquement le piano ou alors le violon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il leur faudra un temps long d'adaptation et tout, et vous n'allez pas vous plaindre parce que brusquement, ils sont partis des tam-tam et des machins. C'est leur culture. Mais vous leur apportez le violon qui n'est pas leur culture, qui n'est pas un élément de leur culture. Alors vous allez accepter ça. Nous avons tous accepté au Cameroun qu'il y ait donc démocratie et pluralisme politique. Nous devons supporter les conséquences de cela et aller droit dans la bataille, non seulement idéologique, mais aussi dans la bataille pour participer à l'amélioration des conditions de vie de Camerounais. Moi, toutes ces bataille, cette discrimination telle est venue, il y a 2 candidats, heureusement qu'il y en a déjà aussi au RDPC et tout, donc vraiment je crois qu'il y a, la balle est au centre maintenant, puisqu'il y a des candidats dans le RDPC 2, au Manidem 2, à l'UPC 3, la 4. Alors ainsi de suite. Alors pourquoi vous voulez donc avec cela, vous voulez que le Cameroun puisse changer comment, puisque vous mettez autant d'énergie uniquement sur les questions des personnes? Dès qu'il a pris la parole tout à l'heure, tout de suite, le Mbombok. On va aller où
avec ça. Ce n'est pas possible, chers amis. Essayez de vous retenir. Vous ne pouvez pas venir chaque fois sur les plateaux pour parler des individus, parler des programmes politiques, parler de ce qu'il faut pour que le Cameroun soit meilleur. Moi, c'est pour ça que je suis là. Si vous me demandez qu'est-ce qu'il faut que le Cameroun fasse pour que ça aille mieux, je vais vous dire ce que je pense. Je vous pose la question tout de suite après que Henri Atangana ait épuisé lui aussi son argumentaire sur cette question précise. Henri, vous pouvez évidemment réagir à tout ce qui a été dit précédemment. Oui, bonsoir à tout le monde. J'espère qu'on voit mieux parce que quand je me suis présenté, ma caméra ne fonctionnait pas correctement. Oui. Donc, bonsoir à tout le monde. J'ai écouté, comme d'habitude, déjà avec attention tous les intervenants. C'est assez surprenant. Première fois que je suis venu sur Zoom sur le Cameroun, j'avais dit des choses. Je me souviens vous avoir dit que les gens ne savent pas ce que ça veut dire la démocratie. La majorité des gens ne savent pas ce que veut dire la démocratie. Je dis bien la majorité. Et je l'avais rappelé. Si vous ne savez même pas le mot que vous utilisez, je dis, faites l'expérience. Demandez aux hommes politiques camerounais c'est quoi la démocratie, ils ne savent pas. Je dis, ils ne savent pas. Ils vont vous donner des définitions de vertu, du bien, du mal, de ce qui est du bon sens. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie est née à partir des révolutions en Europe. Son implémentation, je ne parle pas de sa littérature, on trouve déjà la littérature depuis Platon. On implémente la démocratie à partir de la Révolution américaine, spécialement la Révolution française qui était la plus tonitruante, même si la Révolution américaine a eu avant, et le courant des révolutions qui va traverser l'Europe. La démocratie est le rejet des monarchies absolues qui existaient en Europe. La démocratie n'est pas la vertu. C'est quand les Occidentaux se sont dit, nous ne voulons plus du roi souverain. Nous voulons que le peuple soit souverain. Et on a dit, comment on organise la souveraineté du peuple? Parce qu'il faut comprendre, si vous ne comprenez pas ce passage, vous n'allez pas comprendre ce que vous racontez même. Le roi était souverain, sacré par le pape, représentant de Dieu sur terre. Ça, ce sont les monarchies. Je ne vais pas passer toute cette histoire. Avant les monarchies, il y avait la féodalité et tout ça. Donc nous-mêmes, il y a M. Mobitan qui disait des choses très intéressantes. Nous avons emprunté des choses qu'on ne connaît pas. Donc, revenons à la naissance de la démocratie. Quand, devant l'échec des monarchies, en France, on va décider de décapiter le roi en signe de tuerie de la monarchie. La monarchie, ça veut dire le roi souverain. Et le roi était consacré et sacré par le pape. Et la loi, à ce moment-là, l'ordre juridique était l'ordre religieux. Et c'est le roi qui rendait justice et il pouvait déléguer cette justice-là. Quand les gens ne veulent plus de ça, c'est pour ça que d'ailleurs, même, je vous ai dit ici que les évêques parlent de démocratie, alors que la démocratie va de pair avec la laïcité. Parce que la démocratie désigne un nouveau souverain qui est le peuple. Et en négation du souverain qui était Dieu. Donc il n'y a pas de place d'un évêque dans la démocratie. C'est pour ça que le problème de la laïcité, de la séparation de l'État et de la religion s'est posé en France. Même si les gens ont gardé leur tradition, aux États-Unis, on prête serment sur la Bible. Mais la loi est faite là par les hommes. Et puis alors on a commencé à créer les institutions qui permettent aux hommes de piloter cette démocratie. Ça commence comme ça. Donc la démocratie n'est pas une vertu ou une bonne chose ou une mauvaise chose. Deuxième chose, nous venons, et c'est là où M. Mobitan avait raison, on n'élisait pas les rois chez nous. Parce que nous sommes naturellement des royalistes, nous on n'a pas connu la révolution. C'est pour ça que vous voyez que Paul Biya est au pouvoir. Parce que dans nos natures, les personnes âgées étaient respectées, étaient source de sagesse. Il n'y avait pas d'élection pour choisir. C'est pour ça qu'il y a les longévités chez nous. Mais maintenant qu'on va appliquer ça, parce que maintenant, on veut la place, il y a tout le désordre qu'on voit là.
Et ce n'est pas seulement au Cameroun. Pour rappel, il y a eu des records comme 54 candidats à la présidence en Haïti, comme par hasard. Oui, oui. La première République noire. Voilà. Vous voyez le rapport qui sort aussi de l'esclavage, de la colonisation. Et à ce moment, il y a des soubresauts. Parce qu'ils appliquent aussi des choses qu'ils ne connaissent pas. Et ce sont ces soubresauts qui vont entraîner 54 candidats. Le record a été donné, je crois, par le Nigeria, à 73 candidats. Regardez le Nigeria. Le Nigeria aussi, ancienne colonie, ancienne sortie d'esclavage, qui doit s'adapter à des réalités nouvelles. Alors que quand vous regardez les vieilles démocraties, aux États-Unis, par exemple, ça alterne entre deux courants. Démocrates, truc, et le reste, c'est de la littérature. Avec souvent un ou deux candidats supplémentaires qui sont indépendants. Voilà, indépendants. Et dans les royaumes, oui, pourquoi pas, dans les royaumes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a voulu garder les rois. Parce que c'était un vestige de leur passé. Et sur la majorité des pays d'Europe, on a donc implémenté ce qu'on appelle les démocraties parlementaires. Et dans ces royaumes, vous allez voir que c'est très souvent le Premier ministre issu d'élections parlementaires qui est chef de l'exécutif. Le roi est symbolique. Et là, vous trouvez aussi plusieurs partis, mais qui sont obligés de former une coalition gouvernementale. La France, c'est un cas assez particulier parce qu'il a un souverain élu qui est le chef de l'État, qui est une forme de souverain élu. Et puis, plusieurs partis là s'embrouillent et on extrait quelqu'un d'une marque. Je vous rappelle que le président de la France, il est le premier tour à 25%. Et le deuxième tour, c'est un fake. C'est un fake, c'est un faux, plus de 50%, puisqu'on prend ceux qui du premier tour, les deux candidats, et il est clair que les deux qui vont au deuxième tour, c'est leurs électeurs qui vont venir majoritairement. Le reste, c'est l'accessoire. Ou bien quand on veut bloquer Marine Le Pen ou n'importe quoi. Mais c'est du faux 50%. C'est-à-dire que le fait de organiser l'élection à 2 tours masque le fait que le chef d'État a moins de 25% à la présidentielle. C'est en réalité l'astuce du deuxième tour. Ceux qui demandent souvent le deuxième tour au Cameroun, évidemment, du moment où vous avez plusieurs courants, vous êtes obligé de passer par ce genre de choses. Et pour ne pas accepter qu'un chef d'État se retrouve avec 25% d'électeurs, on crée un faux 50% par un deuxième tour dans lequel on n'a tamisé que 2 personnes. Et là, forcément, ça fait 50-50. C'est une astuce de calcul beaucoup plus qu'une réalité électorale. Très bien. Donc, ils ont choisi, ces pays-là ont choisi des multiples candidats, des multiples partis politiques, mais c'est des parlementaires et ils recherchent une majorité parlementaire. Merci beaucoup. Alors, nous, oui. Oui. Vous allez vers la fin de votre propos, Henri Atangana. Voilà, d'accord. Donc, le problème est très complexe, malheureusement, je ne fais pas exprès de durer. Le problème, parce que si on veut comprendre, on va alors comprendre pourquoi on en arrive à ça. Parce que c'était la question c'était pourquoi on a plusieurs présidents ce foisonnement. Le foisonnement, il va de soi d'ailleurs, c'est un miracle. Et là, je suis d'accord avec M. Moubitan. Nous avons 250 tribus. 250 tribus. Le vote est tribal au Cameroun. Mais c'est un miracle s'il y a moins de 250 prétendants. C'est un miracle s'il y a moins de 250. D'ailleurs, s'il n'y a que 80, c'est déjà la chance. Puisque le vote est tribal et on a 250 tribus, forcément, ça crée 250 partis politiques. Merci beaucoup, Henri Atangana. Voici venu le temps de la contradiction et il y a Gabriel Gomsi qui brûle d'envie de réagir à vos propos. Non, je ne vais pas revenir spécialement sur ces propos parce que je ne veux pas rentrer dans l'école de la démocratie ici sur ce plateau. C'est pour moi venir sur un plateau comme celui-ci, prétendre que les Camerounais ne connaissent pas ce que c'est que la démocratie. Moi, je pense que c'est insulter l'intelligence du peuple camerounais. Il aurait peut-être il voulait dire autre chose, mais je ne voudrais pas m'attarder sur ce débat-là, sur la définition de la démocratie. Vraiment, depuis le CM1, on apprend ça aux enfants.
en éducation civique. On apprend ça aux enfants au lycée, on apprend ça et puis on grandit dans une culture, dans un pays où je suis militant du SDF de surcroît, un parti politique qui a construit tous ses efforts dans ce jargon-là. Nous travaillons jour et nuit pour le développement de la démocratie et les libertés individuelles. Donc je refuse que quelqu'un reste en Europe et qui nous dise que la démocratie n'est pas encore conçue au Cameroun. Ce discours, moi, je ne l'accepte pas. Vous ne l'acceptez simplement pas. Il y a également M. Djou, Clément Djou, qui a envie de réagir. Vous avez la parole. Non, on ne peut pas venir insulter l'intelligence des Camerounais en disant ça. La politique, c'est une affaire de rapport de force. Nous avons les pères fondateurs dans ce pays, les Oum, les Moumi, les Wandji, où on leur a imposé, ils ont été assassinés parce qu'ils voulaient mettre un programme qui sied aux Camerounais. Que quelqu'un veuille nous dire sur un plateau que les Africains et les Camerounais en particulier ne savent pas ce qu'on appelle démocratie. Il sait pourquoi Douala Mangabel a été assassiné, a été pendu. C'était justement parce qu'il revendiquait une cause. Il ne peut pas venir dire ça sur un plateau et que nous acceptons ça. En 1990... Douala Mangabel et tous ceux que vous citez... Exactement. Ont perdu leur vie pour la démocratie, c'est ça? C'est ce que vous dites? Pour que nous gardons la culture africaine. Quand les pères fondateurs de l'UPC, le système qu'ils avaient mis sur pied, c'était quoi? Le Cameroun devait être divisé en 4 régions homogènes. 4 régions homogènes. Alors, que quelqu'un vienne nous dire sur un plateau que non, nous ne connaissons pas la définition de la démocratie, que je lui dise, la première personne à demander l'indépendance au Cameroun, ça c'était même pas, il n'y avait même pas de parti politique. Nous sommes en 1920, c'était le pasteur Adolphe Lotina Samé, qui travaillait déjà avec les Black Panthers aux États-Unis. Qui vient nous dire ça? Non, c'est moquer de l'intelligence des gens qui ont fait 35 ans, 40 ans, 50 ans de lutte. Qu'en 1990, en février 1990, qui est 16 personnes, Henriette Ekwe, Anissé Ekane et Maître Yondo Black, qui sont emprisonnés parce qu'ils ont écrit un statut pour pouvoir créer un parti politique, que quelqu'un vient nous dire que nous ne savons pas ce qu'on appelle démocratie, mais c'est pas possible. Nous ne pouvons pas accepter ce style de langage. Je dis encore que la démocratie, c'est une affaire de rapport de force. Il y a beaucoup de choses. Déjà que le Cameroun n'est pas une colonie française, mais nous parlons quelle langue? Nous sommes sous tutelle de la France. Nous parlons quelle langue? C'est ça le rapport de force. Maintenant, les gens comme Kwame Nkrumah, qui ont compris ça à l'époque, est-ce qu'on les a laissés gouverner? Ils ont été assassinés. Kwame Nkrumah a été renversé en 1966. Il est parti mourir chez Sékou Touré en 72. Que quelqu'un vienne nous dire ça, il vit en Belgique, qu'il vienne sur le terrain ici au Cameroun, qu'il voie dans lesquelles conditions nous vivons. C'est pas possible, on ne peut pas tenir ce style de langage. Comme si ceux qui sont sur le terrain n'ont jamais rien fait pour réapproprier, s'il vous plaît. S'il semble dire, quand il prend les exemples des monarchies européennes, est-ce que nous sommes restés ici, les Blancs sont venus nous trouver, hein, et ils nous ont imposé. D'accord. Vous parlez beaucoup, vous évoquez beaucoup les pères fondateurs, et ça c'est juste pour le Manidem, qui est un parti qui se revendique UPCiste à la base. Alors, est-ce que vous avez le sentiment effectivement que c'est la culture africaine, le modèle pluraliste de ce qu'on a souvent appelé la démocratie de la bolle? Vous avez parlé de culture africaine, est-ce que ça correspond véritablement à l'idéal des pères fondateurs au Cameroun? Est-ce que c'est faux de dire que les nations africaines, et le Cameroun en particulier, tentent de mimer un modèle occidental? C'est un modèle qui nous a... La bolle, c'est qui impose ça? C'est François Mitterrand, quand le mur de Berlin s'effondre. Il dit à tous les présidents de l'Afrique, particulier de l'Afrique francophone, si vous n'acceptez pas la démocratie sur vous, vous allez partir. Les gens comme Mobutu, à l'époque, ils étaient obligés. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa avec la conférence nationale présidée par Monseigneur Moutengo. Au Cameroun, bien dit que la conférence nationale était sans objet. C'est ça. Les personnes. Et nous avons dans nos pays les présidents qui ont hérité du néocolonialisme, qui sont devenus, c'était les fils de Judas, ce sont tous des idéalistes. Comment vous pensez que si les colons ont laissé sur le terrain
leurs sous-préfets et qu'ils doivent changer le système. C'est justement pourquoi les pères fondateurs se sont battus et continuent à se battre jusqu'à aujourd'hui. Je prends un seul exemple pour qu'ils puissent comprendre. Quand on parle de volonté politique, il faut déjà prendre le pouvoir. C'est pourquoi on se bat pour prendre le pouvoir. Quand Kagame prend le pouvoir au Rwanda, la première langue parlée au Rwanda s'appelle le français. Deuxième langue, l'anglais. En 7 ans, Kagame a mis sur pied la première langue qui est parlée au Rwanda aujourd'hui, c'est le Swahili. C'est ça la volonté politique. Vous ne pouvez pas estimer que les personnes qui dirigent le Cameroun ne sont pas ceux qui se sont battus pour avoir ce pays-là. Déjà parlé au Rwanda. Ce n'était pas la première langue. C'était pas la première langue. Et il a gardé l'anglais comme langue officielle. Voilà. Ceci dit, il est passé, le Rwanda est passé du français vers l'anglais comme langue officielle, alors qu'effectivement, on aurait aussi pu choisir le Swahili comme langue officielle. N'est-ce pas, M. Djou? Oui, je suis en train de dire que les pères fondateurs de ce pays, c'est pas eux. On a donné le pays à ceux qui ne se sont pas battus pour l'avoir. Et c'est normal. Quand, en 1956, par exemple, quand l'UPC soutient la candidature de Bida, et que Bida devient Premier ministre le 10 mai 1957, après ça, quand il essaye de grignoter un certain programme de l'UPC pour pouvoir appliquer, qu'est-ce qui se passe? On pousse Bida à la démission pour que Aïdjo devienne Premier ministre le 18 février 1958. C'est comme ça que les colons ont toujours fonctionné. D'accord, c'est entendu. Votre propos est entendu. On va accueillir la seule dame de ce plateau, Albertine Matomba, militante et cadre du Peuple Uni pour la rénovation sociale de PURS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Mbarga. Merci pour la parole donnée et l'invitation. Désolé de n'arriver que maintenant. C'est l'état des routes du Cameroun, malheureusement. Mais une question pour vous. Est-ce que le foisonnement de candidats à la candidature à l'élection présidentielle est le témoin de la vitalité démocratique du Cameroun? Et qu'est-ce que vous pensez de la démocratie au PURS? Vous nous avez rejoint au moment où effectivement on avait commencé à disséquer la question et il semble que deux courants se dégagent sur ce plateau entre ceux qui estiment que précisément on a du mal à reproduire la démocratie occidentale parce qu'on calque un modèle qui n'est pas typiquement africain. Quel est le regard que le PURS jette sur toute cette affaire-là? Déjà, il faut croire que on a mis dans la tête des populations, bien avant la convocation du corps électoral, qu'il fallait absolument un seul candidat pour affronter le président sortant. Mais je pense que c'est une aberration et une distraction. Parce que il me souvient que je suis revenu au Cameroun il y a à peu près 20 ans. Et je n'ai pas eu souvenance d'avoir connu le recensement. Mais ce qui est connu, c'est que le Cameroun compte environ 30 millions d'habitants. Alors, sur 30 millions d'habitants, si 65% de la population est en âge de voter, je vous laisse faire les calculs. Donc, on aurait 100 candidats que ce ne serait pas un problème. Pourquoi? Parce que nous avons une population diversifiée. Donc, venir dire qu'il y a, certes, on remarque par rapport aux années précédentes, qu'il y a plusieurs candidats, une pléthore de candidatures à la fonction présidentielle, c'est une remarque, mais qui peut aussi s'expliquer. Lorsque les Lions indomptables jouent, par exemple, et que nous recherchons la victoire, que nous pensons que le coach n'est pas en train de faire ce qu'il faut, mais c'est 30 millions de coachs que nous avons chez nous à la maison. Aujourd'hui, chaque Camerounais qui vit la malgouvernance est en droit de se dire qu'il peut proposer mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, voilà ce qui, pour nous, explique. C'est vrai que dans la globalité, on peut trouver des exceptions qui nous ont fait passer comme des moments d'humour par rapport à leurs raisons. Mais il y a un problème de fond qui est la volonté de plus d'une personne
à vouloir prendre les rênes, à vouloir jouer le Moïse pour pouvoir sauver le Cameroun. Alors, la démocratie, jusque-là, nous pensons qu'elle est de façade au Cameroun. Si on conçoit que c'est redonner le pouvoir au peuple qui décide de ses dirigeants, nous pensons que jusque-là, la volonté populaire n'est pas respectée. Il est donc de bon ton que le peuple puisse se lever et faire valoir la démocratie en 2025. Le PURS croit à ce que le peuple veut et prend donc les dispositions nécessaires pour que la voix des populations puisse être exprimée. Ce n'est pas un secret, je vais vous le rappeler quand même, pour dire que la vision pour le Cameroun que porte notre candidat Serge Espoir Matomba est basée sur le podolisme. Voilà pourquoi il est l'héritier des pères fondateurs. Ce que les Ruben Oumiobe ont voulu pour le Cameroun, ce qu'ils ont voulu faire du Cameroun, c'est ce dont le Cameroun a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire retrouver notre souveraineté sur le plan économique, sur le plan social et tout ce que vous pouvez imaginer pour qu'on puisse avoir notre identité. Nous avons donc mis sur pied, ou alors il s'est mis sur pied une alliance appelée Alliance Mpodol, où on a aujourd'hui 5 partis politiques à l'intérieur, le PURS y compris, et ce sont des partis qui ont une vision similaire à celle du PURS. Et c'est un rassemblement qui se fait sur la base idéologique. Absolument, parce que lorsque nous discutons avec les citoyens camerounais, ils veulent un rapprochement très souvent de personnes. Si tel jeune se met avec tel jeune, ils peuvent donner quelque chose d'assez consistant. Ce n'est pas interdit que les jeunes se mettent ensemble, mais c'est pourquoi, c'est pas pour faire une balade dans le Sahel ou bien aller à Kribi, mais c'est la fusion idéologique dont il est question pendant ces élections afin d'apporter aux Camerounais l'espoir. L'espoir. Ouais. Le même espoir que Joseph Théophile Mbong, justement, dit incarner avec le candidat de l'UPC. Et donc, on a ce foisonnement de candidatures. Et aujourd'hui, on en est à se demander si c'est véritablement de la démocratie, avec quand même les spécificités qui sont propres à celle du Cameroun. À l'UPC que vous représentez, est-ce qu'on estime, est-ce qu'on considère que ça correspond à la vision des pères fondateurs? Pas du tout, pas du tout. Alors, pas du tout. Nous vivons l'un des moments forts de la vie du pays. Vous savez, lors des élections présidentielles, et chacun se retrouve à un tournant décisif, à un moment fort, et chacun veut s'exprimer. Alors, ces élections arrivent dans un contexte de fin de règne. Un contexte de bilan, un contexte où on jette un regard sur l'état actuel. On se souvient de ce que nous avons été. Et chaque Camerounais se dit, j'aurais pu faire mieux. J'ai mieux à offrir que celui qui est là. Alors, le sentiment généralisé, c'est faire partir ce système qui nous a appauvris, faire partir ce système qui a mis ce pays en lambeaux, faire partir ce système qui a créé le marasme ambiant. Donc, qu'il y ait une pluralité de candidats, cela ne devrait pas étonner. D'ailleurs, ça répond à la réelle volonté des tenants du pouvoir. On a épilogué sur la genèse de la démocratie ici. On sent à la base qu'il n'y a pas eu une volonté de démocratiser ce pays. Pour preuve, ceux qui ont osé créer des partis, ceux qui ont osé opposer un son de cloche différent sont passés par la prison. Alors cette volonté affichée
de créer une multiplicité de partis cachait cette volonté plus réelle qu'ils avaient en eux-mêmes d'être des souverains. Monsieur Mobitari Andaga, réaction forcément à tout ce qui s'est dit, et puis on peut se projeter finalement. Moi, je continue de penser que nous avons un devoir en tant que leader politique, en tant que citoyen. Notre devoir, c'est de conjuguer nos efforts pour que notre pays, notre continent africain puisse sortir du marasme dans lequel il se trouve actuellement. On ne peut pas conjuguer ces efforts en imitant des personnes qui ont construit leur continent. Je pense à l'Occident. Ils ont construit leur pays, leurs États. Ils se sont regroupés en Union européenne, les autres, les États-Unis. Nous, on en est encore en train de batailler et de discuter sur la démocratie. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a démocratie aux États-Unis? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a démocratie en France? Il n'y en a pas. Même pas en Allemagne, il n'y a pas de démocratie. Parce Comment que, ça s'appelle tout ça à quoi on assiste? Des élections pluralistes, des changements voilà de ce régime, qu'il y a. des alternances. Très bien, voilà ce qu'il y a. Et en fait, c'est le multipartisme politique. Qui n'est pas de la démocratie. Non. Qu'est-ce que... Je vais vous prendre un exemple simple. Tout à l'heure, le consultant a fait allusion à un certain pourcentage du président français. Je suppose que c'est 25% qu'il avait eu. Et il a dit, pour masquer cela, on passe au deuxième tour. Et ça fait que bon, on se dit quand même que le président était élu à 51%. Bon, voilà, c'est le président des Français. Regardez donc cet monsieur qui a été élu à 25%, avec une coloration de 50%. Regardez comment, par la suite, quand il devient donc souverain, comment il casse les nez des Français, il fait fouetter les Français, et personne ne dit mot. Hein. Il continue à régner là. C'est la démocratie ou c'est quoi? C'est le pluralisme politique ou c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me rassurer qu'aujourd'hui, les Français font ce qu'ils veulent? Non. Est-ce que vous pouvez me rassurer aujourd'hui que les Américains, les citoyens américains font ce qu'ils veulent? Non. C'est des lobbies qui prennent le contrôle du pouvoir et font du pouvoir ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de démocratie, je dis bien, même pas en Occident. Alors maintenant, il y a pluralisme politique, c'est-à-dire que on a voté des lois qui permettent d'avoir des centaines et des centaines de partis politiques. Ça peut être une opération catharsique. Ça soigne sur le plan psychique. Quand quelqu'un, par exemple, que j'ai vu parmi les candidats, ben, malheureusement, les journalistes, eux aussi, ils sont tellement... ils se sont mis à montrer, y compris même les trous de sa veste et tout cela. Et à la fin, ce dernier, il a pris des œufs bouillis qu'il avait dans sa veste pour offrir aux journalistes à la fin. Alors, vous rigolez, mais vous allez cesser de rire tout de suite. Est-ce que vous savez que ce monsieur-là, je viens de voir son image encore là, est-ce que vous savez qu'il a fait 22% à l'élection communale de son arrondissement? Je dis ce monsieur qui est la risée actuelle. 22% les élections communales. C'est-à-dire à la base. À la base. Mais, bien sûr, aujourd'hui, il est la risée. On dit, mais comment un monsieur comme ça peut venir présenter sa candidature et tout? Mais il va vous sortir que moi j'ai fait 22% dans une commune. Il y a combien de leaders politiques qui ont pu faire même 10%? Parmi ceux qu'on croit donc être ceux qui méritent
d'être des candidats. Non, il faut... Moi, je pense que c'est un faux problème, tout cela. Ce dont nous avons besoin actuellement, c'est de concevoir un nouveau système politique. Nous en avons les aptitudes. Basé sur quoi celui-là? Vous convoquez beaucoup l'Afrique avant les influences occidentales que vous nous accusez de mimer et de mimer parfois bêtement. Le nouveau système politique que vous appelez, il sera basé sur quoi? Il est basé sur deux choses. La première, il n'y a pas de génération spontanée. L'Afrique précoloniale, l'Afrique pharaonique a montré un système de gouvernance qui a fonctionné pendant 4000 ans ininterrompu. C'était une démocratie? Non. On n'a pas besoin de démocratie, ni même de pluralisme politique pour développer un pays. Je voudrais revenir un peu en Afrique actuellement. J'espère que vous n'avez pas oublié que le Maroc est une monarchie. Dans mes quelques voyages que j'ai effectués, le Maroc est un des pays que j'ai regardé un peu. Mais j'avoue que, même ne serait-ce que déjà à l'aéroport, quand vous comparez l'aéroport de Rabat ou de Casablanca aux autres aéroports des pays africains, vous vous dites, bon, ceux-là au moins, ils savent imiter ce que les Occidentaux ont fait. Ils savent imiter. Mais chez nous, c'est une catastrophe. Alors qu'au Maroc, il n'y a pas de pluralisme politique. C'est un monarque. Ça va de père en fils. Bien, je prends cet exemple tout simplement pour dire que dans l'Afrique précoloniale, eh bien, c'était le gouvernement de ceux qui méritaient, c'est-à-dire ceux qui devaient diriger, ceux qui devaient être en tête étaient des sages. C'est-à-dire des gens qui, par une transformation ontologique de leur être, se sont rendus à même d'être, si vous voulez, des médiums entre la divinité suprême et les hommes sur la terre. Ce n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui, où des groupes occidentaux formés à travers la franc-maçonnerie, à travers la Rose-Croix, à travers les mouvements ésotérico-mystiques. Et personne n'y échappe aujourd'hui. On est venu déposer, ou si vous voulez, placer des gens qui vont perpétuer ce qui a été pensé dans les loges maçonniques et tout. Nous devons mettre fin à cela. Et on a suffisamment d'intelligence pour le faire. Le problème, c'est il faut aujourd'hui laisser ceux qui veulent se battre pour aller être président et consorts, qui se battent. C'est leur droit. Il faut empêcher personne. Mais il y a une refondation totale de tous les systèmes politiques, économiques, éducatifs, même la gouvernance en général. Il faut tout un autre système. Et il y a des penseurs africains et camerounais en particulier qui y pensent très sérieusement depuis de très longues années. Parce qu'en 91, vous qui êtes des UPCistes convaincus, en 91, je suis en train de marcher dans les rues de Paris, en 91, avec M. Samuel Makit, le docteur Makit et M. Moukoko. Nous sommes à Paris en 91. Pendant un de mes voyages, j'allais dans un autre pays en Occident, et ils me disent, mais pourquoi tu ne viens pas avec nous alors que tu as des idées, tu as si... J'ai dit non. Vous étiez alors militant du RDP? Non, je faisais même pas politique en 91. J'étais très loin de là. Alors, je lui dis, tel que la politique se passe pour le moment, tel que vous voulez faire exactement comme vous êtes venu apprendre ici en Occident, ça ne marchera jamais. La preuve, par la suite, on sait qu'est devenu Samuel Makit, tous les problèmes qu'il a vécu ici. On sait qui sont devenus les Moukoko et tout ça là, les Doprizo et tout ça là. Parce que même s'ils venaient, ils reproduisaient le même système. Donc il faut absolument
s'émanciper de changer de système. Tant qu'on ne le fera pas, nous serons dans la même situation actuellement. Et c'est pour cela que ce parti que moi je respecte beaucoup, qui est le vôtre, ça je dois le dire à haute voix, l'UPC. C'est à partir de ce mouvement que quelque chose aurait pu se passer en Afrique. Mais l'occidental avait repéré là où se trouvait le véritable danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait ce qu'il avait à faire. Et on a décapité l'UPC. On a décapité totalement l'UPC. Malheureusement, aujourd'hui, l'héritage, cet héritage n'est pas assumé réellement. Il s'est peut-être émietté dans des partis de formation politique il n'est comme pas assumé. Le PURS, par exemple, qui se veut souverainiste. Il n'est pas assumé entièrement. Pourquoi? Parce que quand vous regardez comment ça fonctionne actuellement, toutes ces excroissances qui parlent de l'upécisme, le manidème, le podolisme et consorts et tout, c'est bien. Ça fait honneur à tous nos héros qui se sont battus et tout. Mais est-ce que maintenant, on ne peut pas s'asseoir, indépendamment de ce que eux ils ont fait, là maintenant, penser autre chose? Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi toujours père fondateur? Pourquoi toujours les autres qui étaient... Mais faites ça maintenant. À l'époque actuelle. Nous pouvons, là, maintenant. Il faut déjà prendre le pouvoir. Non, ce n'est pas par le pouvoir qu'on le fait. Il faut prendre le pouvoir. Nous expliquerons cela parce que nous avons une vision. Quand l'occasion nous sera donnée, vous allez comprendre qu'est-ce que nous proposons désormais en Afrique et au Cameroun. On n'a pas besoin de prendre le pouvoir pour changer, pour faire autre chose. Vous allez découvrir cela. J'avoue que je suis très curieux de découvrir cela et que même en Algérie, c'est quand ils prennent le pouvoir qu'ils implémentent. En Algérie, c'est quand ils prennent le pouvoir qu'ils implémentent leur programme. Et aujourd'hui, vous pouvez comprendre, vous pouvez constater que les Algériens sont très syndiqués. En Afrique de l'Ouest, vous avez vu comment au Burkina par exemple, c'est parce que les Burkinabés sont syndiqués. Qu'est-ce qui a fait partie Blaise Compaoré? C'est le ballet citoyen, où les femmes étaient devant pour faire partie Compaoré. Le problème, c'est le système néocolonial qui a refusé délibérément. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été formés et qu'on a constaté qu'ils étaient formés, qui étaient des patriotes, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté les uns contre les autres. Et c'est comme ça que les colons ont toujours, fait en Afrique. Comment on fait pour échapper à cela aujourd'hui? C'est peut-être la question et l'enjeu. Je reviens à vous, M. Djou. Je passe la parole à Henri Atangana, que j'ai très envie d'entendre sur la question de la refondation, de la réorganisation, de l'émancipation de ce modèle qui nous est imposé, un modèle civilisationnel qui nous est imposé par l'Occident, ou alors que nous reprenons aveugle un peu, bêtement, si vous permettez l'adverbe. Au préambule à mon propos, je vais quand même permettre de dire aux uns et aux autres que quand on débat de façon correcte, il y a des phrases qu'on ne dit pas. On ne dit pas à son opposant: ce que vous dites est une injure pour moi, sauf si vous êtes spécifiquement injurié. Ça, c'est des manipulations qui permettent aux gens de ne pas s'exprimer. Réserver ça à des plateaux où il y a des gens avec des niveaux intellectuels bas. Restez sur les arguments. Parce que si on ne peut pas vous dire bonjour sans que vous vous sentez injurié, ben alors on ne vient pas. Voilà, très bien. Donc nous, on était en train de dire l'histoire. On était en train de dire les faits. Donc je vais quand même rappeler quelques contre-vérités. Vous voyez, je prends la peine de dire contre-vérités. J'aurais pu dire insanité intellectuelle. Mais comme je suis poli, moi je vais dire des contre-vérités. Et vous allez rester justement sur la tradition de politesse et d'élégance qu'on vous connaît. Voilà, très bien. Donc, j'ai entendu démocratie et libertés individuelles. Moubitan a pris de très beaux exemples quand il a dit que même en Europe, il n'y a pas de démocratie. Vous savez ce qui s'est passé quand on a fait le référendum pour que la France soit à l'Union européenne? Les Français ont refusé. Ils sont quand même à l'Union européenne. Absolument. Très bien. Donc ceux qui nous parlent de eux, ils connaissent la démocratie, ce qu'on leur a apporté, et ils la connaissent beaucoup plus que le monde. Je continue. J'ai entendu quelqu'un dire démocratie et rapport de force. Et vous confondez le combat pour la prise de pouvoir à la démocratie. La démocratie, c'est la souveraineté populaire. Et après,
quand on a déjà implémenté cette souveraineté populaire, implémenté quelle que soit la façon, les acteurs vont essayer d'avoir des rapports de force pour prendre le contrôle. Donc vous mélangez des choses qui ne sont pas très claires dans votre tête. Et puis j'ai entendu Douala Mangabel et démocratie, et là j'ai sursauté. C'est un oxymore? Ah ben, mais attendez, nous sommes à l'époque allemande. On est loin des indépendances du Cameroun. Eh, monsieur, allez lire l'histoire. Allez, attendez, on est indépendant en 1960, vous parlez de démocratie et Douala Mangabel. C'est la confusion entre les luttes pour la cessation de la colonisation à la démocratie. Je sais bien, il y a la lutte contre la colonisation allemande. Et il y a la lutte contre la colonisation française. Et il y a les indépendances. Qu'appelle-t-on démocratie? C'est ce qu'on implémente quand nous sommes déjà indépendants. Bon, très bien. J'espère que là, c'est un peu compris. Et puis, je vais continuer. Alors là, le comble, c'est quand quelqu'un m'a dit que Kagame, en parlant de démocratie, hein, parce que c'était sur le sujet, Kagame a implémenté une langue, enfin, ça veut dire que c'est pas parce qu'on implémente une langue qu'on est en démocratie. Je veux dire, il n'y a pas que le français et l'anglais partout. Les Suédois ne parlent ni français ni anglais. Les Hollandais ne parlent ni français ni anglais. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Si le peuple a choisi au Maroc d'avoir un roi, c'est la démocratie pour eux. Parce que le peuple marocain veut être contrôlé par le roi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ne venez pas. Il ne faut pas dire ça. La démocratie, c'est justement de laisser les uns et les autres s'exprimer, cher monsieur. On va donc laisser monsieur Henri Atangana poursuivre. Il me souvient justement que la démocratie, c'est ça. Laisser les autres s'exprimer, même quand ils se trompent, même quand vous estimez qu'ils ont tort. Henri Atangana, vous poursuivez sereinement. Et puis là où j'ai trouvé alors le plus loufoque, c'est quand quelqu'un a dit l'UPC soutient la candidature de Mbida. Redites ça s'il vous plaît. Ça veut dire que l'histoire du Cameroun que vous ne connaissez pas. Le 13 juin 1955, l'UPC est interdite par les autorités françaises. Le 13 juin 1955. À quel moment vous avez entendu que l'UPC a soutenu Mbida? Mais là, vous êtes en face de quelqu'un dont vous ne savez pas que la connaissance de l'histoire du Cameroun est de très loin plus dense que ce que vous avez imaginé. L'UPC ne pouvait donc pas soutenir la candidature de Mbida en 1957. Ceux qui ont soutenu Mbida, c'était une élection. Et Mbida a gagné l'élection avec, je crois, 21 députés. Et en revanche, ceux qui vont soutenir Aïdjo contre Mbida, ça va être les Assad. Ça va être les forces prises au Kiabi avec quelques partis là, Douala, ça va être les monsieur Ekwabi, qui ont fait un coup d'État à Mbida. André-Marie Mbida. André-Marie Mbida. Ils ont posé ce qu'on appelle une motion de censure. Voilà ce qu'il s'est passé. Donc, quand vous venez avec des gros chevaux, rassurez-vous de ce que vous dites. Alors, il n'y a pas de... À ce moment-là, en 1957, l'UPC est déjà interdite et a pris le maquis. Je suis désolé. Et cet UPC-là va être combattu jusqu'à 1971. Parlons-en de parti unique. Le parti unique au Cameroun, 22 ans d'Aïdjo. Imposé par qui? C'est pas par les mêmes qui vous ont dit que maintenant ils veulent le multipartisme? Très bien. Et les partis uniques n'a pas eu qu'au Cameroun. Tous les pays qui sont sortis dans les indépendances, la majorité ont eu des partis uniques. Donc Aïdjo. Les élections présidentielles au Cameroun opposaient Aïdjo contre qui? Aïdjo contre Aïdjo. Pendant 22 ans. Et c'était des élections. Alors quand vous venez me parler de Mitterrand et de la Baule qui dit maintenant j'ai décidé le multipartisme. Ah tiens, c'est pas la même France qui soutenait Aïdjo pendant 22 ans. C'est pas la même France qui a exterminé les UPCistes. C'est pas la même France qui a fait fusiller André Wandier, l'un des derniers, entre autres. Ils étaient nombreux. C'est pas la même. Alors de quoi vous parlez? Celui qui vous a mis esclave, qui vous a colonisé, qui vous a imposé le parti unique, c'est celui qui vient vous demander maintenant, ah ouais, maintenant je suis devenu gentil, je vais vous imposer la démocratie.
Voilà, maintenant, si vous n'êtes pas démocratique, je ne vous donne plus les aides. Les aides, parce qu'ils confisquaient vos biens à travers les accords coloniaux, dans ces comptes d'opération. Et c'est ce monsieur Mitterrand que vous expliquez que c'est lui qui nous a apporté la démocratie et le multipartisme. Alors là, mon ami, allez relire l'histoire, s'il vous plaît. Bon, enfin, revenez sur la question que vous m'avez posée, je vais répondre cette fois-ci. Parce que je voulais commencer par ce préalable. J'ai perdu la question que vous m'avez posée. Quand on a fini de faire ce déroulé-là, on parle beaucoup de rupture, de refondation, de quitter cet ordre-là. On va vers quoi, Henri Atangana? On quitte la démocratie occidentale pour embrasser quoi? Quel modèle? Et je n'ai pas dit la quitter, hein. Moi j'ai juste dit qu'elle ne s'applique pas. Maintenant, il nous appartient, comme M. Moubitan dit, nous utilisons nos cerveaux pour dire, voilà qui nous sommes. Voilà notre héritage. Qu'est-ce que nous mettons en œuvre? Et là, on s'assoit pour se dire qu'est-ce que nous mettons en œuvre qui va nous convenir. Parce que nous sommes en train de singer la démocratie. Et là, je suis d'accord avec lui. Et je ne suis pas le seul à être d'accord. Madame Dupurs disait la même chose là. Il faut refonder. C'est ça qu'elle appelle une refondation. C'est ça qu'elle appelle une refondation. Bon, maintenant, elle peut donner les détails de la refondation, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une réalité que nous ne maîtrisons pas. Et comme nous ne la maîtrisons pas parce qu'elle nous a été imposée, d'ailleurs, elle ne nous a pas été imposée en tant que démocratie, elle nous a été imposée en tant que dictature. On nous impose 22 ans d'âge de dictature. Personne n'en parle hein, actuellement. Jusqu'à l'UPC. Et c'est à partir quand Mitterrand va venir dire ok d'accord, conférence à la boule, maintenant la démocratie, c'est n'importe quoi. Qu'on parle de Thomas Sankara, vous avez dit que c'est M. Mitterrand qui nous a amené la démocratie. Et qu'est-ce qu'il a fait de Thomas Sankara quand Thomas Sankara lui a dit la vérité? Arrêtez la blague, hein. Arrêtez cette vaste farce. Donc, on doit maintenant sortir et discuter et de savoir ce qu'on veut implémenter, ce qui nous correspond, et c'est ça qui serait pour nous la démocratie. Ce que le peuple camerounais veut en fonction de notre histoire, de notre réalité et nos aspirations. Je sors par là. Oui, c'est très intéressant tout ce que vous déroulez. On est parti quasiment sur le dernier tour de table, Monsieur Joe. Vous restez tranquille. On est parti sur le dernier tour de table. Je vais commencer. Je ne peux pas accepter sur un plateau qu'on me dise que je ne peux pas accepter sur un plateau que quelqu'un me dise que l'UPC n'a pas soutenu Mbida en 1956. Je ne peux pas accepter ça sur un plateau. L'UPC était... Il a pourtant raison. Je ne peux pas accepter. Il faut regarder, attendez. L'UPC était interdit. Oui, c'est pas parce que l'UPC était interdit qu'elle ne travaillait pas. C'est pas parce que l'UPC était interdit qu'elle ne travaillait pas. D'accord. Parole donc à l'UPCiste pour porter ce propos. Je suis à l'aise de parler de l'histoire du Cameroun qui se confond avec l'histoire de l'UPC. Et j'ai commis 2 ouvrages sur le sujet. Mais ce n'est pas ce qui m'amène ici. Je suis venu parler des 81 candidats à un siège. Et mon parti, l'UPC, est concerné par ce problème. Alors, je risque donc de partir d'ici sans avoir dit ce que je suis venu dire. L'occasion vous est donnée. Voilà. Et comme je l'ai dit, la multiplicité de candidats à cette élection est très bien compréhensible. Nous avons 81 candidats. C'est chacun qui manifeste l'intention de prendre les rênes de ce gouvernement, de ce pays, de le gérer, de gouverner. Tout simplement parce que c'est chacun qui veut, à sa manière, qu'est-ce que je veux dire, donner le résultat, déclarer l'échec du système en place. C'est chacun qui dit implicitement qu'il faut une rupture. Les lois de ce pays ont prévu un mécanisme qui aboutit à la candidature. Elles sont, pour des détails non importants, très permissives.
Mais pour ce qui est important, il y a eu cette volonté d'obstruction. On constate qu'on a fixé une limite, s'agissant de l'âge, on a fixé une limite inférieure. Lorsqu'on n'a pas 35 ans, on est considéré comme ne pouvant, n'étant pas en capacité de gouverner. Mais on n'a pas fixé une limite supérieure. Je crois qu'il faut quand même des aptitudes physiques pour pouvoir gouverner. On n'en a pas tenu compte. Ce qui veut dire que un grabataire peut se lever, je ne le dis pour personne, et se porter candidat. Ce qui veut dire que un malade mental peut se lever. On n'a pas tenu compte de tout cela. Bon, mais là, c'est le moindre des problèmes. Le problème qu'il y a et qu'il faut voir, c'est qu'en 2020, l'ICAM a créé une jurisprudence contre l'UPC, en prenant une décision unique contre l'UPC. L'UPC a candidaté pour les élections locales. Un monsieur en mission contre l'UPC a lui aussi introduit des listes doubles. Et partout où nous avions des mairies, où nous avions des élus, nos listes ont été écartées. Au profit? Au profit de qui, vous savez. Seulement, qu'est-ce qui se passait? C'est que c'est sur la forme que cette décision a été prise. On observait, partout on voyait, ça c'est l'UPC, ça c'est UPC, écarté. UPC, écarté. On n'a pas jugé sur le fond. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a une multiplicité de listes, il y a sûrement une dont le signataire a qualité et d'autres dont le signataire n'a pas qualité. Et alors celles-là doivent être, permettez, celles-là doivent être évacuées. Qu'est-ce qui se trouve donc au niveau de l'UPC? L'UPC a subi une injustice criarde ici, au vu et su de tout le monde. Un ministre s'est permis de nommer le secrétaire général de l'UPC. L'UPC étant un parti politique, à ce titre, une association privée. Les UPCistes ne se sont pas croisés les bras. Ils ont esté en justice. Le problème est allé jusqu'à la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction ici. Des décisions de justice sont là. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'on observe? L'UPC est interdit de fonctionner ici. Chaque fois que nous convoquons une réunion, il suffit que l'usurpateur appelle l'autorité administrative pour lui dire qu'il y a risque de trouble à l'ordre public. Immédiatement, si on avait reçu un récépissé de déclaration de réunion, il est rapidement révoqué. Et cela se poursuit. Bon, lorsque on installe le désordre, qu'on soit sûr que ce désordre nous reviendra sur la face. Aujourd'hui donc, lors de l'élection présidentielle, il se trouve que le parti au pouvoir qui a laissé faire tout cela, parce que cela lui est profitable, tombe sur le coup. Le parti au pouvoir présente deux candidats pour le moins. Mon souhait, et je l'ai dit ailleurs, c'est que ce dossier soit réglé en ne regardant que sa forme. Par tous les partis qui auront plus d'un candidat. Sur la forme, comme cela avait été le cas pour l'UPC. Mais si nous voulons faire avec célérité, si nous voulons faire comme il se doit, parce que ce n'est pas une jurisprudence ce qu'ils ont fait en 2020. Aujourd'hui, quand on regarde dans le fond, il y a ceux qui devaient signer et qui l'ont fait, et il y a ceux qui ne devaient pas signer les dossiers de candidature et qui l'ont fait. On va écarter cela. On va écarter et on aura, après ce tamis, on aura les vrais candidats. Bon, je veux chuter en disant que pour ce qui est de l'UPC, les actes de justice, les décisions de justice sont favorables
à Madame Issa Abiba et Monsieur Balegelnkot, qui sont issus du congrès d'octobre 2017. Un congrès régulièrement convoqué qui a fait l'objet d'une déclaration, ensuite d'un récépissé de déclaration. Les actes du congrès ont été régulièrement déposés au MINAT et le MINAT a remis en retour une prise d'acte. C'est le bureau et le seul qui jouit de la légalité et de la légitimité pour l'UPC. Bon, mais voilà donc, dans les médias, ici par exemple, dans les bureaux feutrés des ministères et autres, on voit des âmes en peine que l'on présente comme étant les dirigeants de l'UPC. D'où cela vient dans un État présumé être un État de droit. Attendons donc. Alors, un État de droit qui ne sait pas respecter les décisions de justice, comment doit-on le qualifier? C'est une question que vous posez, à laquelle évidemment il est loisible à chacun d'apporter une réponse. On va essayer d'aller vite puisque le temps nous tient à la gorge. Gabriel Ngomsi a aussi des choses à dire et je pense qu'il est de ceux justement pour le compte du Social Democratic Front qui pensent que la multiplicité de candidatures est la conséquence des manœuvres du régime en place, sauf si je me trompe et si j'ai mal interprété votre pensée. Oui, je l'ai dit ici, mais le plus important est peut-être là où le bas blesse. Parce que là où le bas blesse, ce n'est pas la multiplicité de candidatures, parce qu'on ne peut pas remettre en question, en tant que social-démocrate, je ne peux pas remettre en question le pluralisme politique. Mais là où le bas blesse, c'est plutôt les doubles candidatures, les bicéphalismes, ou alors les multiples candidatures pour un même parti politique. C'est un peu ça qui est un peu gênant et encombrant. Mais je vais vous dire, le SDF a failli tomber dans le même piège. Mais nous avons un parti qui est plein d'expérience. Ces gens qui travaillent à créer les bicéphalismes ont tenté ça au congrès du SDF. Vraiment? Par expérience, nos leaders ont pu échapper à ça. Ça, je dois vous le dire. Le président Joshua aussi a pu, par sa sagesse, échapper à cette malice-là. Les gens ont travaillé, vous devez savoir, les gens ont travaillé pour détruire le SDF, qui est un parti qui s'est positionné comme voulant libérer le Cameroun du joug du système jacobin autoritaire. Donc les gens ont travaillé pour détruire ce parti. Heureusement, il y avait un homme debout. Qui s'est mis droit en la personne de Joshua aussi, qui a, je vais le dire clairement, sauvé le SDF. Et c'est pourquoi nous avons donné au président aussi les règnes du SDF. Et au-delà de ça, nous avons confié aussi le programme politique du SDF pour qu'il puisse aller à l'élection présidentielle de 2025. Ce programme, c'est une autre mission pour sauver le Cameroun. Après qu'il ait sauvé le SDF, le président aussi a la charge de sauver également le Cameroun. Donc, le SDF va à cette élection, pas pour exister, pour sauver le Cameroun. Nous constatons simplement que beaucoup de partis sont tombés dans les pièges des pouvoirs publics. Le SDF, par expérience, n'est pas tombé. À éviter ce piège-là, grâce notamment à votre expérience, vous dites. Tout à fait. Albertine Matomba, ce sera votre dernière prise de parole. On aurait aimé vous entendre justement sur l'idée de rupture avec le système et le modèle en place. Vous le décriez à votre façon. En tout cas, celui à qui vous avez donné le mandat, le premier secrétaire du PURS, a reçu un mandat justement. Il appelle les Camerounais, le peuple camerounais dans son programme, à se lever pour la rupture. Bien entendu, parce que nous avons là un système politique malade et un système verrouillé qui manipule à suffisance les populations depuis plus de 40 ans. Et cela n'a que trop duré. Aujourd'hui, le peuple a l'opportunité de participer à la refondation qui est notre, j'allais dire, leitmotiv. Et comment, en choisissant
le programme politique qui sied au Cameroun aujourd'hui. Parce que nous devons revenir aux fondamentaux. Nous devons revenir, sortir du système ojulatiste et du paternalisme politique. Si on ne le fait pas, on va continuer à se mélanger les pédales sur est-ce qu'il y a la démocratie, est-ce qu'il n'y en a pas. Je pense que nos parents, nos aïeux en Afrique ont toujours eu la démocratie. Même si elle n'était peut-être pas appelée ainsi, parce que moi, je voyais ma grand-mère dans les associations au village, lorsqu'il fallait prendre une décision, et on demandait à chacun de se prononcer, qui est pour, qui est contre, ou une sorte de vote local. Et si les gens s'expriment en faveur ou contre, c'est le pouvoir, donner au peuple de pouvoir s'exprimer. Alors pour 2025, précisément en octobre, nous pensons que le peuple est fatigué par le système mis en place. Il faut sortir de ce système. Si on ne sort pas de là, ça va être compliqué. Et sortir de là n'est pas dire qu'on n'est plus, en démocratie, on n'est pas démocrate. Nous sommes démocrates parce que nous allons pouvoir choisir. Mais choisir quoi? Choisir de revenir aux fondamentaux, choisir de réécrire nous-mêmes l'histoire. Quand vous voyez par exemple notre logo du parti, vous voyez une main qui est écrite à l'intérieur du Cameroun, c'est la main camerounaise d'un fils du pays qui réécrit notre histoire avec un nouveau soleil. Parce que ce que nous subissons aujourd'hui, les lois que nous subissons, ne sont pas les lois. C'est un système qui n'est pas en faveur des fils et filles du pays. Donc il faudrait que nous puissions... Voilà pourquoi le premier chantier, après que nous ayons accédé à la magistrature suprême, sera de réécrire la Constitution. Pour que nous puissions écrire ce qui est bien pour notre émergence. Notre émergence, notre félicité, notre souveraineté doit être faite sur la base de ce que nous voulons. On voit un peu l'image de ce que nous voulons dans les pays de l'AES. Si nous quittons le paternalisme politique, nous avons tout ce dont nous avons besoin au Cameroun pour avoir un peuple à l'abri de la faim, à l'abri de la soif, à l'abri des conditions de santé, parce qu'aujourd'hui, ce que vous savez ou vous ne savez pas, c'est que quand vous êtes malade aujourd'hui, c'est une porte ouverte pour la mort. Vous n'avez pas de choix. Si vous n'avez pas d'argent pour vous faire soigner, on commence à chercher, à cotiser plus tard pour voir comment on va vous enterrer. Les routes inexistantes, non, tout est à refaire. Et si nous voulons refaire tout, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Cette refonte, le premier secrétaire du PUS l'a dit lors de son investiture en avril, le 5 avril, à Yaoundé, qu'il n'est pas le Messie qui va juste dire et la chose va s'accomplir. Mais levons-nous et faisons-le ensemble. Parce que les Camerounais devront choisir pour dire non à ce système qui les a servis, qui les a appauvris au quotidien. Donc, la refondation reste notre leitmotiv. En fait, c'est même pas la refondation, c'est le retour à nos fondamentaux, si je peux le dire. Parce que Monsieur Moubitan parlait bien tout à l'heure, nous avons nos pères fondateurs, mais qu'est-ce qu'ils voulaient en fait? Ils voulaient que nous puissions avoir une société. Pour moi qui apprends encore très bien l'histoire du Cameroun, j'aime à lire parfois les notes que je trouve sur ce que voulait Ruben Oumniobé, et c'est un monsieur qui voulait un Cameroun prospère et uni. Et uni. Et aujourd'hui, on voit que nos peuples sont de plus en plus séparés. Il existait bien avant des ethnies, avant l'arrivée du colon. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on se détestait, c'est pour autant qu'on s'agressait les uns les autres? Dans notre projet politique, il n'y aurait plus de Camerounais anglophones ou de Camerounais francophones pour avoir un Camerounais. Un Camerounais qui est
héritier de la culture du Cameroun dans sa globalité. Merci beaucoup. Monsieur Moubitan Yandaga, on est sur la fin. Qu'est-ce qu'on retient? On se projette vers quoi? Bien. Alors, je voudrais d'abord dire que quand on écoute tous les Camerounais, tout le monde se dit tel que les choses fonctionnent actuellement, c'est pas bien. Ok. Je peux dire que c'est une lapalissade aujourd'hui. On n'a même plus besoin d'en parler. Ça crève l'œil. Très bien. Alors maintenant, est-ce que c'est une élection, fût-elle présidentielle, qui va régler le problème? Je dis encore une fois non. Le Cameroun, ce n'est pas nos ancêtres qui l'ont créé. C'est les Occidentaux qui ont créé ça. Il y a beaucoup à faire. Tant que nous allons fonctionner sur et à l'intérieur des moules que les Occidentaux ont fabriqués, s'il vous plaît, même si on fait ce que j'ai vu au Rwanda ou au Kenya, où vous voyez des presque gratte-ciel montés, mais vous se battre aujourd'hui, par exemple, pour aller prendre le pouvoir, parce qu'ils disent c'est en prenant le pouvoir dont la décision, et je vous comprends parfaitement, parce que lorsque vous arrivez là où on décide, c'est là où vous pouvez facilement implémenter ce que vous pensez, quelle est votre vision. C'est normal. Mais maintenant, nous disons, dans l'Union pour le réveil de l'Afrique, nous disons ceci. Pendant que les autres font ce qu'ils sont en train de faire, nous, on jette les bases pour une nouvelle Afrique. Parce que hier, le Cameroun, le Togo, le Bénin, le Gabon n'existaient pas. C'est les Occidentaux qui ont créé cela. Nous avons du travail. Je souhaite ardemment que nos ancêtres nous y accompagnent. Henri Atangana, on va terminer avec vous en 1 minute. Justement, dans la continuation de son propos, c'était le projet des pères fondateurs de la liberté en Afrique pour sortir du colonialisme, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique, parce que les colons nous ont divisés. Au-delà de tout ça, c'était le projet de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui avait compris que les Occidentaux sont venus nous coloniser, pas seulement en nous divisant, mais parce que nous n'étions pas un tout. Je rappelle souvent que quand on bombarde Bonabéry, quand les Allemands bombardent Bonabéry, et je l'ai souvent dit, les Éons qui sont à Yaoundé ne savent pas que leur tour vient. Jusqu'au moment où ils sont allés attaquer, parce qu'ils attaquaient les tribus par tribus. Et jusqu'au moment où on s'est battu depuis les colonisations, je ne vais pas refaire l'histoire, ce serait trop long, on y passerait toute la nuit. Mais enfin, jusqu'au moment où les tribus ont compris qu'elles devaient se mettre ensemble pour lutter contre l'envahisseur commun. Donc, il faut absolument qu'on se refonde dans une unité pour qu'on puisse en sortir. Il faut aussi savoir que la contrainte internationale n'est pas la même. Pendant les périodes allemandes, il n'y avait pas un pays qui avait l'arme atomique. Donc il faut tenir compte de ces contraintes-là. Il n'y avait pas encore des pays puissants comme les États-Unis. Il n'y avait pas la plus grande puissance économique aujourd'hui qui est la Chine, qui n'est d'ailleurs pas une démocratie, mais qui est le pays le plus puissant au monde actuellement du point de vue économique. Il n'y avait pas la Russie. Enfin, quand je dis que la Chine n'est pas une démocratie, je dis au point de vue des Occidentaux. Parce que vous savez que les Occidentaux sont les distributeurs de bons points de la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie chez eux, mais ils vous disent chez vous s'il y a la démocratie ou pas. C'est pour ça que je les appelle les distributeurs de bons points de la démocratie. Donc voilà. Donc globalement, il faut essayer et là moi je suis très favorable à l'union des populations et à l'union de l'Afrique. Mais en ce qui est du multicéphalisme qu'on trouve en Afrique, vous vous souvenez à la dernière émission, je vous ai lu la loi numéro 90, numéro 56 du 19 décembre 1990. Et j'ai attiré votre attention que pour créer un parti politique, il y a les statuts, la liste des dirigeants et le siège. Liste des dirigeants. Quand un parti investit, il y a quelqu'un dans les statuts qui a le droit de signer son investiture.
Ça ne peut pas être n'importe qui. Et ce nom-là, ces noms qui sont capables de signer ça, sont connus à l'administration territoriale. Quand on déposait, et d'ailleurs, vous vous souvenez, je vous ai d'ailleurs dit que il y a des dirigeants, ces dirigeants-là, eux ne peuvent pas démissionner quand ils veulent. Parce que s'ils démissionnent, voilà, c'était à la dernière émission qu'on a passée ensemble. Voyons, on y revient. Absolument. Et à ne pas confondre le président du parti politique, qui peut ne pas être de ses dirigeants. Vous voyez la nuance. Mais les statuts peuvent prévoir qu'un président de parti politique soit de la liste des dirigeants. Absolument. C'est pour ça qu'il y a ce papa-là, comme on dit en doigt, là, on ne comprend pas très bien qui fait quoi, plusieurs personnes qui se présentent, mais quand vous êtes présenté par un parti politique, il y a quelqu'un qui a la qualité à vous donner la lettre de constitution. Donc, quand il y en a deux, trois, on doit voir, le contentieux va aisément voir qui est un imposteur. Tout à fait, tout à fait. Mon mot de fin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup, Henri Atangana, donc consultant permanent de cette émission. Il est analyste politique, il intervient depuis Bruxelles, en Belgique, où il est résident permanent. Gabriel Ngomsi du Social Democratic Front, c'était la première. On espère que c'est pas la dernière. Merci beaucoup à Albertine Matomba du Peuple Uni pour la rénovation sociale, le PURS, à Théophile Mbong de l'UPC, mais également à Clément Djou du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem. Merci infiniment à Moubitan Yandaga Pierre-Paul qui nous vient de Ngoro dans les profondeurs du Mbam pour participer à cette émission. Il est aujourd'hui promoteur d'un parti politique qui se dénomme l'Union pour le réveil de l'Afrique. On espère également que ce sera pas la dernière sur Zoom sur le 237. Zoom sur le 237, c'est justement votre rendez-vous quotidien de lundi à vendredi sur votre chaîne de télévision. C'est un foisonnement de regards lucide sur le Cameroun. C'est un concentré d'analyse pertinente et sans concession sur notre pays. C'est surtout aussi un think tank, une sorte d'université du soir qui peut se constituer, pour ceux qui le veulent, outil à la décision pour les dirigeants. Merci de nous avoir suivis. J'ai bénéficié du soutien de Elundu José pour préparer cette édition, de Baudelaire Nguéné, la cheville ouvrière demeure la même, Fon Moira, titus éditorial Sike Ndoumbe, directrice des médias pour For You Media Africa. Mon nom c'est Marga Bega, c'est mon sacerdoce et je le fais avec plaisir. Au revoir et à demain.